On nous appelle la Société de minuit. Séparément, on pourrait croire que nous sommes tous très différents les uns des autres. Nos passions, nos vies et nos histoires sont différentes. Nous ne fréquentons pas les mêmes écoles, ni les mêmes quartiers. La seule chose qui nous réunit, c'est d'avoir touché du doigt le surnaturel. Nous avons alors décidé de nous rassembler pour partager nos peurs, nos histoires bizarres et effrayantes. Les uns après les autres, nous reviendrons au cœur de nos angoissants souvenirs, aux frontières du paranormal. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est bien parce que, vous aussi, vous partagez cette fascination pour l'étrange. Vous êtes les bienvenus, mais attention, préparez-vous à sortir de votre zone de confort, car les histoires que vous allez entendre se sont bel et bien produites. Dès son enfance, puis durant son adolescence, Virginie est confrontée à une série de phénomènes aussi troublants qu'inexplicables. Curieuse, elle accepte même une séance d'écriture automatique improvisée dont elle devra assumer les conséquences. Incapable de comprendre pourquoi ces événements se produisent, elle continue pourtant d'en être témoin tout au long de sa vie, jusqu'à devoir apprendre à cohabiter avec l'invisible. Cette histoire s'intitule Écriture automatique. Moi, c'est Virginie, j'ai 40 ans. Je travaille en tant que secrétaire commerciale dans l'automobile depuis déjà 16 ans. Et j'ai toujours grandi en Vendée, en fait, dans le pavillon que mes parents avaient acheté quelques années avant ma naissance. Donc j'ai toujours vécu dans cette même maison. Et puis ensuite, quand j'ai rencontré mon conjoint, je suis venue le rejoindre à une trentaine de kilomètres de ma maison, là où je suis née. Alors j'ai eu une enfance banale avec beaucoup d'amour. J'ai une grande sœur qui a 9 ans de plus que moi. Mes parents m'ont pas élevée dans une croyance particulière. Après, je sais que ma mère tenait à aller à la messe, voilà, de temps en temps, donc je l'accompagnais. Mes parents sont tous les deux baptisés, mais mon père n'est pas du tout croyant. Ma mère l'est un petit peu, voilà, mais pas plus que ça. Avec mon papa, on avait pour habitude, les week-ends, après manger, on allait dans sa voiture et lui faisait sa sieste côté passager dans la voiture. Et moi, je faisais ma sieste à côté, donc du côté conducteur. Pour visualiser un petit peu, donc par rapport au pavillon de mes parents, mon père se garait toujours en marche avant, donc face à la porte d'entrée. Et cette fois-là, donc voilà, je devais avoir à peu près entre 8 et 10 ans. Je dormais pas vraiment en fait, mais j'avais les yeux fermés et je pensais à un petit copain qui s'appelait Pacôme et sa sœur Roxane. Ce sont des enfants en fait qui venaient en vacances pendant l'été chez leurs grands-parents qui habitaient le même quartier que mes parents, dans un lotissement très exactement. Et donc là, comme c'était l'été, je m'étais mise à penser à eux et je m'étais dit mais ce serait bien que je puisse les voir cet été, parce que forcément à l'époque déjà on était petits donc on n'avait pas de téléphone. Et puis il faut savoir que Pacôme et Roxane, eux, ils vivaient en Allemagne avec leur maman. Les seules fois où on se voyait, c'est quand ils venaient en vacances chez leurs grands-parents. Et donc cette fois-là, j'étais en train de penser plus particulièrement à Pacôme et je m'étais dit mais ce serait génial que je puisse le voir arriver dans la maison, frapper à la porte. Enfin voilà, je m'imaginais ça. Et tout à coup, j'ouvre les yeux et qui vois-je en train de toquer à la porte d'entrée ? Pacôme. C'était un truc de fou. J'étais super contente de le voir, mais en même temps, quand j'ai ouvert les yeux, comme toi, t'as les yeux fermés et que tu t'imagines le voir et qu'une fois que tu ouvres les yeux, il est là, déjà tu mets un temps à comprendre. Tu dis attends, c'est vrai, limite tu clignes des yeux plusieurs fois pour dire c'est bien lui, je suis pas en train de rêver quoi.
Je lui ai dit, je viens de rêver de toi, et là t'es là. Enfin voilà, je sais plus ce que je lui ai dit exactement, mais je lui ai fait comprendre que j'étais en train de penser à lui et que je le vois là, mais surtout en plus comme si je le voyais en direct en fait. Puisque moi, quand j'avais les yeux fermés, je l'imaginais arriver à la porte d'entrée et toquer ou sonner à la porte d'entrée. Et quand j'ai ouvert les yeux, il était vraiment au même moment là où je le voyais, les yeux fermés. Suite à cette expérience avec Pacôme, il m'est plus arrivé, en tout cas j'ai pas le souvenir d'avoir eu quelque chose de marquant jusqu'à ce que j'arrive à l'âge de 14-15 ans, où là en fait ça s'est passé la nuit. Dans ma chambre, mes parents à l'époque avaient des volets battants. La nuit, le clair de lune passait un peu à travers. On voyait un petit peu la lumière dans la chambre, c'était pas complètement noir. Et du coup je dormais et quelque chose m'a réveillée. En fait je me suis sentie comme aspirée au plafond de ma chambre. Je sais pas comment l'expliquer, mais et tout à coup j'ai ouvert les yeux et je me suis vue moi en train de dormir. J'ai commencé à avoir très peur et là j'ai senti que cette espèce d'aspiration devenait plus intense. Et je me revois, je le revis vraiment. C'est quelque chose d'indescriptible, mais vraiment, je voulais retourner, récupérer mon corps, retrouver mon corps en fait. Avec mes bras, comme quand t'es dans une piscine et que tu vas aller toucher le fond, tu vois. Et t'as du mal parce que t'es plus aspiré par le haut, enfin voilà. Mais j'étais en train de me débattre pour retrouver mon corps. En fait, c'est vraiment quelque chose qui me faisait peur. Je comprenais pas en fait. Le truc le plus dingue, quand j'ai retrouvé mon corps, j'ai entendu un espèce de bruit indescriptible. Alors moi, ça donnera pas le vrai résultat, mais c'était comme un gros wouah, un son très grave, très. Et là, hop, j'ai ouvert les yeux et j'étais de nouveau dans mon corps. J'ai eu très peur en fait. Enfin, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Et là, pour le coup, je peux pas dire que c'était un rêve parce que vraiment, je vivais le truc en fait. Ce que je me suis dit après, quand je suis revenue dans mon corps, déjà j'ai ouvert les yeux et je me suis dit mais qu'est-ce qui m'est arrivé quoi. Après j'étais encore dans le coltard finalement et je me suis assez rapidement endormie. Et c'est le lendemain en fait quand je me suis réveillée que je me suis souvenue en détail de tout ce qui s'est passé et j'ai fait waouh, c'était quoi ce truc en fait. Même encore aujourd'hui, 30 ans après, 20 ans après, ça reste intact dans ma tête. Là encore, à l'époque, on mettait pas de mots, on mettait pas de termes à cette expérience-là. J'en ai parlé à quelques copines qui partageaient le même, je vais pas dire la même passion, parce qu'à l'époque c'était pas une passion, mais voilà, le même délire que moi. Forcément, 14-15 ans, c'est l'âge aussi où on s'intéresse un petit peu à tous les films d'horreur, les trucs paranormaux, etc. Mais voilà, ça restait, j'en parlais et puis on passait à autre chose, quoi. Personne autour de moi n'a vécu ça. J'ai juste compris que j'étais pas la seule à avoir vécu ça parce que je suis un jour tombée sur une émission télé où un homme disait que un jour il était en voiture et il était à un feu rouge et il a senti son âme se détacher de son corps. Et là, je me suis dit mais c'est ça que j'ai vécu en fait. Mais lui, il était pas dans un état de sommeil. Étant déjà de base intéressée par tous ces phénomènes, ayant vécu ce truc-là, je m'y intéresse un peu plus. À l'adolescence, j'ai pas eu d'autres phénomènes surnaturels. C'est revenu plus à l'âge adulte, en fait, autour de 18-20 ans. Déjà, à cette époque aussi, il faut savoir qu'avec ma grande sœur, on est très très proches, malgré nos 9 années d'écart. Et elle aussi s'intéresse un petit peu au paranormal. Et un jour, je me retrouve chez moi, ma maman était hospitalisée, et mon papa travaillait, tout ça, et ma sœur était passée me voir, savoir comment ça allait, tout ça. Et donc, comme je disais, nos centres de conversation, c'était souvent liés à tout ce qui était paranormal. Et puis je ne sais pas qui c'est, je crois que c'est elle, ça lui est venu en tête de faire ça. Elle s'est dit pourquoi pas essayer tenter l'écriture automatique. Sur le moment, on vivait ça, on était surexcités en fait, de se dire mais s'il se passe quelque chose et tout, c'est un truc de fou. Je décide de commencer. On était dans ma chambre à ce moment-là, j'étais installée sur ma chaise de bureau. Donc je prends un papier, un crayon, tout ça, et là je tiens le crayon, je le pose sur la feuille et puis on attend, sans rien faire.
Après, on s'est pas mis dans une ambiance, voilà, les volets étaient grands ouverts, il faisait jour, il faisait beau, voilà. Et on attend toutes les deux. Ma sœur était assise au bord de mon lit, on attendait. Et puis en fait, au bout d'1 minute ou deux, voilà, rien ne se passe. Donc bon, voilà, ma sœur elle me dit, écoute, je vais tenter à mon tour. Elle vient s'installer à ma place, elle prend le crayon, la feuille, tout ça. Et là, au bout de 20-30 secondes, là, le crayon se met à bouger. Ma sœur me regarde en panique en me disant « Mais c'est pas moi qui écris là, c'est pas moi !» Je lui dis « Non, c'est pas possible et tout !» Et donc je me rapproche et tout, je regarde. L'écriture était assez hésitante, ça tremblotait un petit peu. De base, elle a une écriture très appliquée, très allongée, script, etc. Là, rien à voir. Et ça a commencé par écrire le mot « help » en anglais. Elle lâche le crayon, elle a commencé vraiment à paniquer et tout. Et moi, excitée, j'ai fait « Mais attends, vas-y, j'essaye ». Du coup, elle me repasse le crayon, je me mets à sa place et tout. Et là, mais direct, ça part et ça continue. « Help ». Et j'avais la même écriture qu'elle. Et je te jure qu'on a des écritures, mais complètement différentes. Là, c'était exactement la même écriture, l'une comme l'autre. Alors moi, j'ai laissé le crayon, à écrire. Donc ça m'a remis « Help ». Ensuite, ça m'a mis le prénom Marie. Et troisième mot, tree, T-R-E-E, arbre. Et là, ma sœur, du coup, veut reprendre le crayon. Et en fait, ça écrivait exactement la même chose à chaque fois, avec toujours la même écriture. Que ce soit elle ou moi, c'était toujours la même écriture. Et on a fini par stopper parce que là, ça nous a vraiment fait peur, en fait. Parce que déjà, c'était toujours à répétition « Help Mary Tree ». Visiblement, c'était une Anglaise. Et suite à ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des recherches sur Internet. On s'est dit peut-être qu'on va trouver quelque chose. On s'est dit c'est peut-être une âme qui a besoin qu'on l'aide en fait. Et nous, on était prêtes à jouer notre rôle de entre guillemets sauveuse ou passeuse d'âme ou je ne sais quoi. Et malheureusement, en cherchant sur Internet, y a rien qui a abouti quoi. Donc après, on s'est dit on va peut-être arrêter quand même parce que c'est assez dingue, mais flippant aussi quoi. Et ce qu'on a fait, par contre, c'est qu'on a déchiré la feuille et on l'a jetée à la poubelle, pensant que, ce serait une façon de couper, en fait, ce qui s'est passé. Bref, et donc ensuite, on part à l'hôpital voir ma maman, lui rendre visite, etc. Et le soir arrive, on rentre, moi je me couche dans mon lit, mon père, lui, était couché, et puis en fait, au moment de m'endormir, impossible. J'avais des impatiences au bras droit, parce que je suis droitière, mais des impatiences de fou. Comme si fallait que j'aille écrire, quoi. Mais ça ne s'arrêtait jamais. Et c'était assez puissant quand même, quoi. Vraiment, ça en venait à me faire flipper. Du coup, j'ai fait le lien avec ce qu'on a fait l'après-midi même, en fait. Et je me suis dit, il y a un truc qui va pas, c'est pas normal. Et j'ai commencé vraiment à avoir peur, à tel point où, malgré ma 20aine d'années, je suis allée rejoindre mon père dans son lit, parce que j'avais vraiment trop peur. J'ai dit, mais qu'est-ce qui va m'arriver après? Mon père a dû rien comprendre. Enfin, je sais plus ce que je lui ai raconté comme mytho, mais j'ai dit, je peux pas rester toute seule, quoi. Et ma sœur, elle, je lui ai demandé s'il lui est arrivé un truc. Et elle m'a dit, effectivement, elle a eu des impatiences. Ça a duré 2-3 jours et après, fini. Moi, ça a duré 1 an. Tous les soirs. Au moment de me coucher avant de m'endormir, j'avais ça. C'est comme si on m'appelait pour me dire « Lève-toi et écris ». Mais j'avais tellement peur, il faisait noir, j'étais toute seule dans ma chambre. Non, j'avais trop peur. Donc j'ai jamais fait, jamais. En fait, j'ai continué à vivre avec ça, sans chercher à faire en sorte que ça disparaisse. Hein. Et c'est au bout d'1 an que ça s'est arrêté. D'un coup, sans raison. En 2011, j'emménageais avec mon conjoint dans la maison. Lui, il y habitait déjà depuis 3 ans. C'est une maison des années 1800, donc 19e siècle. Au tout début, elle servait de bar. Et puis, la famille qui, justement, tenait la maison et le bar, ont gardé la maison jusqu'à la petite grand-mère qui habitait juste avant nous dans cette maison. On a su d'ailleurs quelque temps après qu'elle y était décédée. Et c'est vrai qu'on entendait quelques bruits de temps en temps dans la maison, mais rien de plus, quoi, rien qui nous alarmait en tout cas. En mai 2014, nous avons eu notre premier enfant, notre petit garçon. Lorsque mon fils avait tout juste 1 mois,
il m'est arrivé quelque chose que, encore aujourd'hui, je ne saurais expliquer. Il faisait chaud cette année-là, enfin ce jour-là plus particulièrement. Je devais le mettre à la sieste, c'était le matin, et donc dans sa chambre, en fait, je prenais pour habitude de ne pas fermer les volets complètement, pour l'habituer à bien différencier la nuit du jour. Cette journée-là, je lui avais mis un petit body sans manches, et forcément, t'es jeune maman, tu sais pas trop comment faire. Tu te dis, est-ce que je le mets dans sa gigoteuse? Est-ce que je le couvre ou pas? Parce qu'il faisait chaud dans la chambre, mais bon, notre ressenti n'est pas le ressenti du bébé. Et il a pour doudou un linge, en fait. Et je m'étais dit, est-ce qu'à la limite, je prendrais pas le doudou en guise de couverture? Ma dernière pensée, c'était non, on sait jamais s'il s'étouffe ou quoi. Donc, le doudou, je l'ai posé à côté de lui, tu vois, je l'ai chiffonné, quoi. Et puis, près de son visage, parce qu'il aimait bien avoir ça le rassurait. Donc voilà, je m'en vais, il fait sa petite sieste, tout ça. Et puis, quelques temps après, il se réveille, je vais le voir. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois le doudou de mon fils sur lui, posé comme une couverture, mais bien comme il faut, quoi. Un bébé de 1 mois, même pas, ne peut pas se couvrir comme nous on le ferait avec une couette. C'est impossible. Alors forcément tu te dis, ayant pensé à le couvrir, est-ce que c'est moi qui l'ai couvert au final? Mais pour moi, ma dernière idée c'était non, je le laisse près de son visage parce que ça le rassure. Donc je me suis dit, voilà, peut-être que c'est cette dame qui a vécu ici, celle qui habitait là juste avant nous, qui est décédée dans cette maison, qui a protégé, enfin voilà, qui s'est dit non, il faut le couvrir, voilà. Je me suis dit ça en fait. Je me suis dit bon, c'est rassurant, elle veut du bien de lui. Enfin en tout cas, ce qui s'est passé là, peu importe qui c'est qui l'a fait, c'est quelqu'un de bienveillant. Puis pendant 6 ans à peu près, je dirais, il se passe plus grand-chose, en tout cas rien qui nous interpelle plus que ça. Un jour, j'étais donc dans la salle de bain avec mon fils, à savoir qu'on a une maison à étage et je sais plus ce qu'on faisait, peu importe, mais j'entends mon conjoint qui m'appelle. Donc du coup, je lui réponds, je dis oui et pas de réponse. Donc je me retourne vers mon fils et je lui dis t'as bien entendu comme moi, papa m'a bien appelé. Il me dit bah oui. Donc du coup, je réitère, donc je dis oui, et il me répond toujours pas en fait. Donc bon, j'en fais pas de cas, je laisse comme ça, on continue à faire ce qu'on était en train de faire. Et puis un peu plus tard, je descends au rez-de-chaussée de la maison, il était pas là. En fait, il était dans le jardin, donc du coup, je lui en parle, je lui dis mais tu m'as appelé tout à l'heure? Il me dit bah non, tu vois bien que je suis dans le jardin. C'est resté en suspens. On sait pas quoi penser. On était 2 à avoir entendu sa voix, mais on n'a pas d'explication. À savoir que ça m'était déjà arrivé une fois aussi, où là j'étais toute seule, et c'est vrai que j'étais restée dans le doute. Et le fait que ça se soit produit une 2e fois, ça me laisse perplexe. J'ai une amie, mon amie Charlotte, qui est très sensible à ça. Et elle m'a toujours dit que à un endroit bien précis, dans ma maison, il y a quelque chose. Et cet endroit, c'est entre l'escalier et le salon. Moi, je ne le sens pas. En revanche, mon fils, lui, le sent. J'ai un petit garçon qui est quand même assez discret. C'est pas du genre à parler, etc. Mais un jour, il m'a expliqué que depuis quelque temps, il se sent suivi. En fait, il me dit, mais en fait, c'est surtout dans l'escalier. Il m'a dit, en fait, quand je monte l'escalier, et c'est quasiment tout le temps, il sent quelque chose qui s'agrippe à lui, qui le suit jusqu'à l'entrée de sa chambre, et quand il rentre dans sa chambre, c'est fini. Je lui ai dit, mais est-ce que tu te sens menacé? Il me dit, non, pas du tout, en fait. C'est quelque chose de bienveillant, encore une fois. Est-ce que c'est cette même entité que celle qui l'a protégé qui l'a couvert avec son doudou, je ne sais pas. Il faut savoir que quand on passe au milieu de notre escalier, on a toujours un courant d'air. Tout le temps. Comme si c'était mal isolé à un endroit de la pièce. Mais tu le sens vraiment toujours dans cet endroit-là. J'arrive pas à l'expliquer, mais du coup, j'ai fait le lien entre ce que mon fils m'a dit, ce que mes copines m'ont dit. Je me suis dit, c'est peut-être pas un hasard qu'il y ait ce courant d'air en permanence, tu vois. Au début, ça m'inquiétait. Parce que lui en avait peur et il n'osait pas trop en parler, donc je ne cherchais pas forcément à le faire parler, si tu veux. Je le laissais dire ce qu'il avait envie de dire et ça restait là. Et puis plus les mois passaient, plus il était un peu plus à l'aise et voilà, il sait que moi je suis très ouverte à ça.
Donc on a pu rentrer un peu plus dans les détails. Et il est au courant d'ailleurs de l'histoire du doudou, posé sur lui, tout ça. Et voilà, je lui dis peut-être que c'est la même personne, en fait, qui veille sur toi. Cette personne ne te veut pas de mal, en fait. Donc du coup, ça le rassure. Il en a plus peur aujourd'hui. Mon amie Charlotte m'a conseillé un médium qui a l'air très bien. Et j'ai bien l'intention d'aller le voir et puis essayer de comprendre ce qui se passe avec mon fils, ouais. Donc c'est dans les projets. Après, moi aussi, j'ai vécu quelque chose. Là, par contre, c'est la première fois que ça m'arrive, ça. C'était la nuit, donc j'étais couchée. Je suis dos à mon conjoint et je saurais pas dire quelle heure il était. Franchement, je sais pas. Et tout à coup, un courant d'air froid mais glacial me réveille. Mais c'était un courant d'air que je ne sentais qu'au niveau de mon visage. Et ça stagnait en fait. Je sais pas comment expliquer, c'était un courant d'air qui était en mouvement, mais qui restait sur place, tu vois, genre un peu comme une tornade, je sais pas, mais et c'était tellement froid que ça m'a réveillée, quoi. Et étrangement, j'ai pas eu peur. Alors au début, ça m'a réveillée, j'ai pas ouvert les yeux, parce que je me suis dit, je sais pas si je vais voir quelque chose, mais j'ai peut-être pas forcément envie de le voir. Et finalement, j'ai ouvert les yeux, j'ai rien vu. Mais par contre, j'ai senti. À quelques centimètres, tu sentais rien. C'était vraiment sur mon visage et nulle part ailleurs, quoi. Et ça a duré quelques secondes et ça a disparu, quoi. Donc ça, par contre, je l'ai vécu qu'une fois dans ma vie. Je me dis, mais là, quelqu'un est venu me voir. Mon amie Charlotte m'a toujours dit, Virginie, t'as des capacités de fou. Il faut vraiment que tu les exploites. Moi, j'ai pas ce sentiment-là. Je lui ai toujours dit, je suis pas plus. Oui, j'ai vécu des choses paranormales, oui, effectivement, mais je sais pas. Mais je pense, oui, que si j'approfondis tout ça, je peux sentir des choses. Là, on va passer là où j'ai vécu les choses les plus incroyables, en tout cas, de toutes mes expériences paranormales, en 2024. Ça, c'est une année intense pour moi. Ça a commencé tout début novembre. J'ai un couple d'amis, on va les appeler David et Sandra. On a appris quelques mois avant, 1 an avant, donc en 2023, que la maman de David était atteinte d'un cancer. Au mois d'août 2024, donc Sandra, sa compagne, nous dit que voilà, on prend des nouvelles forcément de la maman de David et on lui dit comment ça va. Elle nous dit là malheureusement il y a plus rien à faire, les traitements ne fonctionnent pas, voilà, et c'est métastasé, etc., etc. Donc voilà, les mois passent et donc arrive la nuit du 1er au 2 novembre. Cette nuit-là, je fais un rêve qui est assez. On sentait que c'était un message. Vraiment, je l'ai vécu comme ça parce qu'il était vraiment intense dans les ressentis. Vraiment, comme si je le vivais en direct, quoi. Vraiment assez puissant. Ça a pas duré longtemps, mais je rêvais que j'étais donc avec David dans le jardin d'un pavillon. Tout autour de nous, il y avait des arbres, des cyprès. Je sais pas si tu vois ce que c'est, mais les gens utilisent souvent ça pour séparer les vis-à-vis, etc. Il y avait de la pelouse, David et moi on était sur un transat. Alors je le voyais pas David, je voyais pas sa tête, mais je reconnaissais son corps et je savais que c'était lui, quoi. Et donc en gros, on voyait juste le pignon du pavillon, donc le côté du pavillon et le grand ciel bleu. Ce jour-là, il faisait super beau et chaud, mais donc on était là posés et tout à coup, on voit un avion Air France. Je revois marqué en gros Air France, mais qui volait très très bas. Vraiment, mais on le regarde, on fait mais c'est trop bizarre, mais il vole super bas. Et tout à coup, après, on l'a perdu de vue forcément, parce qu'avec les cyprès, on voyait pas ce qui se passait. Et là, on a entendu une explosion, comme si l'avion s'était crashé, quoi. Et là, je me suis réveillée, vraiment, parce que je l'ai vraiment vécu le truc. Ça m'a fait peur, je me suis réveillée en sursaut. Et la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai regardé mon téléphone et il était 7h du matin, tu vois, un truc comme ça. Et ce ressenti, au fur et à mesure là que dans la journée, je sais pas comment l'expliquer, mais quelque chose me disait putain, la mère à David, elle est décédée. Pourquoi ça? J'en sais rien. Ça n'avait aucun lien avec un avion, avec le pignon, avec le fait d'être avec David. Mais quelque chose me disait que sa mère était décédée. Et la journée se passe, et aux alentours de 16-17 heures, Sandra, sa compagne, m'appelle, elle me dit « Écoute Virginie, malheureusement la maman de David est décédée, là on va rentrer, on était partis à Majorque pour se changer les idées, mais là on attend de prendre l'avion pour rentrer la voir. » Et je lui dis « Mais elle est décédée quand ?» Elle me dit « Ce matin, vers 6-7 heures. »
l'heure où je me suis réveillée et que j'ai eu ce ressenti. Et puis aussi l'avion. Enfin voilà, que Sandra me dise, écoute, là on est à Majorque, voilà, on était partis pour se changer les idées, elle est décédée, là on attend de prendre l'avion. Je ne savais même pas qu'ils étaient partis pour se changer les idées. Enfin vraiment, non, je ne savais pas. Autant aussi sa mère, je savais que voilà, elle allait partir, mais elle m'aurait dit, je sais pas, le 30 octobre que sa belle-mère allait décéder, faire le rêve ou le cauchemar, du moins dans la nuit du 1er au 2, tu dis ça paraît cohérent parce que bon, bah, voilà, on t'en a parlé quelques jours avant et tout, mais là c'était au mois d'août. Il y a deux mois qui sont passés, de 3 mois quoi. Donc pourquoi là à ce moment-là, l'heure du décès, l'avion, ça c'était un truc, ouais, c'était assez intense. Là, bah oui, tu commences vraiment à te poser des questions, en fait. Je garde toujours une part de doute, mais c'est assez bluffant. Ce même mois de novembre 2024, donc le 10 novembre, c'est l'anniversaire de mon beau-frère, et donc on fête ça en famille chez eux, donc chez ma sœur et mon beau-frère. Et alors pour expliquer un petit peu, quand on arrive chez eux, on a une petite entrée. En face, plus côté gauche, on a une porte qui donne à la cuisine. Et à droite de la porte, il y a un secrétaire. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Les secrétaires, c'est les petits bureaux d'époque. Et ce secrétaire-là appartenait à ma grand-mère paternelle. Ma sœur l'avait récupéré après son décès. En arrivant, je pose mon sac à main au pied de ce secrétaire. Et sur ce secrétaire-là, ma sœur avait disposé plusieurs cadres de photos de ses enfants, d'une amie à elle qui est malheureusement décédée, de mes grands-parents paternels, enfin voilà, tout ça. Et puis donc ensuite, on va dans la cuisine pour voilà fêter l'anniversaire, manger, boire, etc. Et à un moment donné, j'avais envie d'aller fumer. Donc, je vais dans l'entrée pour récupérer mon paquet de clopes qui est dans mon sac à main. Et là, je retrouve quoi ? Le cadre de photos de mes grands-parents posé sur mon sac à main, mes photos face au plafond. Alors là, tu te dis, c'est quand même chelou cette histoire. C'est un cadre qui était posé, tu sais, avec le pied derrière. Je vois pas comment il aurait pu... S'il était tombé, ce serait photo face au sol, logiquement. Là, non, il était vraiment bien posé sur mon sac à main et photo vers le plafond. Bon, alors du coup, je demande à mes neveux, qui sont des jeunes adultes, hein, donc voilà, c'est pas des enfants de 10 ans, ou voilà. Donc je leur demande quand même, est-ce que c'est toi ? Non, enfin voilà, personne. Mes enfants aussi, non. Puis de toute façon, personne n'a été dans l'entrée, puisque moi, en fait, j'étais assise dos à l'entrée. Ma chaise était tellement près de la porte qu'il fallait me demander de me décaler pour accéder à l'entrée, tu vois. Donc clairement, personne n'a pu y aller, quoi. Donc bref, voilà, je fume ma clope, je retourne, voilà, je remets le cadre en place, enfin voilà. Et donc ensuite, on continue les festivités. Et puis, le moment de la deuxième clope arrive. Et donc, je vais à l'entrée pour récupérer mes clopes. Et là, je retrouve une deuxième fois le cadre de mes grands-parents posé sur mon sac à main avec la photo face au plafond. Et là, je me dis, non mais ouais, là, il y a un truc. Enfin, c'est pas possible 2 fois de suite. Une fois, tu te dis, bon, allez, admettons, voilà. Là, 2 fois de suite. Je l'ai pris comme un petit message de mes grands-parents, en fait, histoire de dire on est là, on vous fait un petit coucou, et voilà. J'ai reposé le cadre. Là, cette fois, je vais bien vérifier que je l'avais reposé, qu'il n'y avait pas de chance qu'il tombe. En plus, il était même pas au bord du secrétaire. Enfin, je veux dire, il était posé à peu près au milieu du secrétaire. Enfin bon, bref. Donc, je le repose pour être sûre et tout. Et puis bon, la 3e fois, ça n'a pas bougé. Hein. Mais c'était quand même assez bluffant. C'est 2 fois là que ce cadre se retrouve sur mon sac à main et ouais. Je ne peux que croire au paranormal. Ayant vécu des choses qui ne peuvent pas être expliquées rationnellement, je ne peux que croire à ça. Certainement qu'il y a des choses qui ont des explications rationnelles, attention, je suis pas en train de dire que tout est inexplicable et inexpliqué, voilà. Mais je pense que voilà, il y a un autre monde, il y a un monde parallèle en fait, au nôtre. J'en suis convaincue. Je pense que ça nous ferait du bien en fait, de savoir que ce monde-là existe. Déjà, je pense que ça soignerait beaucoup de cœurs brisés. Parce que voilà, on est tous d'accord, quand on perd un être cher, c'est terrible. Et de savoir que le paranormal existe, en fait, c'est une façon de se dire aussi, ils sont pas totalement partis. Ils sont là aussi. Ils nous font des signes. C'est hyper réconfortant, c'est hyper... ça fait vraiment du bien, en fait.
J'avais envie de raconter mon histoire parce que je voulais partager avec un maximum de gens. Parce qu'il faut savoir qu'autour de moi, j'en parle pas forcément à tous ceux que je connais. Forcément, quand on est face à des gens qui sont assez fermés sur ça, on n'a pas forcément envie de leur confier ces choses-là parce que très vite, on peut être pris pour des fous. Au fil des années, j'ai pris conscience qu'en fait, c'est pas moi qui ai un problème, qu'il y a d'autres gens comme moi qui ont vécu des choses même parfois bien plus impressionnantes, mais faut pas avoir peur en fait. Au contraire, plus on en parlera et plus ça va se démocratiser tout ça en fait. C'est très important. Vous êtes maintenant arrivé au bout de cette histoire. Avant de partir, venez me dire ce que vous en avez pensé en laissant un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram. Et n'oubliez pas, si vous aussi, vous avez le courage de vous plonger dans vos souvenirs les plus étranges, prenez contact avec moi, venez me raconter vos histoires et vous ferez vous aussi partie de la société de minuit. Ce podcast a été imaginé, réalisé et monté par votre hôte, Tatiana Benamou. Il est mixé par Dimitri Benamou et la musique du générique a été composée par Jérémy Marlon.